Alors, donc sans plus tarder, donc du coup, Augustin, on y va donc, au niveau des indicateurs du mois. Je te laisse les commenter. Ok, alors quand on regarde le tableau ici, c'est le tableau qu'on présente d'habitude avec les mouvements, les principaux mouvements sur les indices boursiers, obligataires, sur les matières premières. Moi, il y a deux choses, je sais pas si tu en penses, Imen, mais il y a deux choses qui me frappent dans ce tableau ce mois-ci. La première, c'est l'absence complète de volatilité, zéro volatilité sur les marchés, alors même qu'on est au milieu d'une crise bancaire, qu'une récession approche, que la guerre en Ukraine est toujours là, que voilà, on a plein d'éléments qui contribuent au retrait de liquidité des marchés, notamment par les banques centrales. Et pour autant, on a très peu de volatilité et les marchés actions enregistrent une hausse assez extraordinaire. Alors, première interrogation. Et deuxième interrogation, pourquoi la Chine, qui est le pays qui vraiment tire son épingle du jeu en termes de croissance mondiale, pourquoi c'est le seul pays qui enregistre une performance flat, donc à zéro depuis le début de l'année. Donc deux interrogations. Alors, l'hypothèse, je pense, de réponse pour la première, pourquoi aussi peu de volatilité? La réponse, c'est qu'on a vraiment les marchés depuis 2008, ils savent très bien que au moindre problème, au moindre retournement de la croissance, à la moindre fébrilité sur la croissance, les banques centrales sont prêtes à intervenir. Et c'est vrai que c'est une vraie dynamique qu'on a vue depuis le début de l'année, c'est-à-dire que la moindre nouvelle de croissance un peu négative a été pris positivement, parce que les marchés se sont dit, bah, finalement, les banques centrales vont intervenir, vont soutenir la liquidité. Et puis, toute nouvelle positive sur la croissance a également été prise positivement. Donc, finalement, on a été dans une situation où on avait à la fois un petit peu de désinflation, puis une croissance qui était ni mauvaise ni très bonne, mais avec toujours en tête pour les marchés que éventuellement les banques centrales pourraient intervenir. Et ça a été particulièrement le cas. Donc, on a eu un petit peu de volatilité en mars pendant la crise bancaire. Mais une fois que les marchés se sont dit que cette crise était plus ou moins contenue, voilà, c'est pas tout à fait le cas, mais ils se sont dit que bah, finalement les banques centrales étaient là, qu'elles seraient toujours là pour soutenir la liquidité. Et c'est ce qui explique pourquoi les marchés actions des pays développés sont en grande hausse sur le mois et que la volatilité est aussi faible sur le mois d'avril. L'autre interrogation, donc l'autre étrangeté de ce tableau, c'est le marché chinois. Pourquoi le marché chinois avec autant de croissance, la réouverture chinoise, on vous a parlé depuis longtemps, pourquoi ce marché chinois enregistre une performance neutre depuis le début de l'année? Et bien en fait, les tensions géopolitiques continuent de peser sur les investisseurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens n'ont pas encore, sont encore un peu frileux sur les mouvements chinois. Ils n'ont pas envie d'y aller franchement. Mais ce qui est intéressant, et c'est là toute la beauté des marchés, c'est on a vu pas mal de valeurs proxy qui ont bénéficié justement de ce regain de la croissance chinoise qui est là, qui existe. Et il y a deux valeurs, par exemple, deux types de valeurs qui ont largement bénéficié de ce renouveau de la croissance chinoise. La première, dont on a beaucoup parlé, c'est les valeurs du luxe. LVMH, qui est première valeur européenne qui a atteint plus de 500 milliards de capitalisation, voilà, qui a fortement bénéficié de justement ce retour du consommateur chinois, donc le luxe français notamment, Avec qui Hermès a, aussi, ouais, on a vu dans la même ouais, opinion, ouais, ouais, tout à fait. donc le luxe français qui est vraiment c'était un proxy du regain de la croissance chinoise. Et puis un autre proxy un peu moins connu, mais des valeurs pas cotées donc en Chine, mais à Hong Kong, sur les casinos à Macao. Donc c'est assez amusant, vraiment. Les investisseurs ont joué le rebond de la consommation chinoise via le luxe et les casinos. Je trouve ça assez cocasse, mais voilà. Donc on a encore une fébrilité voilà, sur les flux vers les marchés actions chinois purs, mais en revanche, on a d'autres manières, et c'est ça qui est intéressant, de s'exposer à ce regain de la croissance chinoise. Mais du coup, Euh, c'est alors on en reparlera tout à l'heure, mais c'est sans doute également, un retard qui rend encore plus intéressant, le marché actions chinois de par ses valorisations aujourd'hui. Donc, sans doute. on en a pas mal parlé effectivement ces derniers mois, et c'est vrai que le marché chinois aujourd'hui, surtout par rapport à d'autres gros marchés émergents, aussi en croissance, je pense à l'Inde, il est encore voilà, des valorisations extrêmement attractives et encore une fois pénalisé par ces tensions géopolitiques. Et
plus ou moins à juste titre. C'est-à-dire qu'on sait que d'autres tensions, d'autres restrictions pourraient arriver dans les prochaines semaines, prochains mois sur le marché chinois. Voilà, les investisseurs attendent un peu plus d'avoir un peu plus de visibilité. Pour autant, ils gardent en tête que le consommateur chinois est là et que les fondamentaux sont là. Alors, en revanche, sur la récession, dont on parle, qui est quand même le gros sujet, on va y venir justement sur la partie macro. Mais ce qui est Vas-y. intéressant, c'est de voir que juste sur le tableau précédent, mais juste dire que les matières premières, elles, reflètent déjà cette idée qu'on arrive en ralentissement de la croissance, parce que voilà, le pétrole, vous savez, il y avait une baisse de la production de l'OPEC en début de mois, qui avait conduit à une hausse assez importante du cours du pétrole. Et cette hausse, elle s'est, elle a fait un mouvement inverse, et finalement on est revenu vers des niveaux assez stables du pétrole. Et on voit que eh bien, les forces qui sont plus importantes, ce sont voilà, les forces de décélération de la croissance qui viennent tirer à la baisse le cours du pétrole. En revanche, l'or, qui a tendance à bénéficier d'une dynamique de récession, eh bien, là aussi, il est en avance. Donc, c'est intéressant de voir que les matières premières, elles, intègrent bien, pour l'instant, l'arrivée d'un ralentissement de l'économie. D'accord, c'est entendu. Du coup, effectivement, tu en parlais, la toile de fond macroéconomique avec le ralentissement mondial désynchronisé. Donc, là, tu mets en évidence effectivement donc, la différence de voilà, de stade, entre, les USA, donc, l'Europe et la Chine, pour le coup. Oui, alors, on adore nous regarder, prendre un peu de recul, essayer de voir ce qui se passe au niveau de la macroéconomie, et ensuite, plonger ensuite, dans les marchés, dans les entreprises. Mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe, globalement, on a eu une dynamique l'année dernière qui était, liée, justement à la hausse des coûts de l'énergie et l'impact que ça avait à la fois sur les entreprises et sur les consommateurs en termes de pouvoir d'achat. Au premier trimestre, et finalement, c'est ça aussi qui a été apprécié par les entreprises et par les marchés, on a eu une croissance plutôt positive et plutôt résiliente, parce qu'on a eu une baisse assez importante des cours du gaz en Europe, on a eu une baisse du prix du pétrole, on a eu une normalisation des chaînes de production. Tout ça, ça a contribué à moins d'inflation. Donc ça a été perçu que très positivement par les marchés, et ça a aussi soutenu donc la consommation en Europe et aux États-Unis. En revanche, notre conviction, c'est que les marchés arrivent lentement mais sûrement en récession, notamment aux États-Unis, parce que la normalisation monétaire qui a déjà eu lieu, qui est depuis plusieurs mois, eh bien, elle va avoir des effets progressivement sur l'économie réelle, et l'instabilité bancaire dont on n'est pas complètement sorti, c'est le premier effet de cette normalisation, et c'est pour ça que les réunions de ce soir et demain vont être extrêmement importantes. On a la Réserve fédérale ce soir qui se réunit, et la Banque centrale européenne demain, pour savoir donner un peu plus d'informations aux investisseurs, au marché sur l'orientation de leur politique monétaire. Donc voilà, une récession arrive, lentement mais sûrement. Alors, à présent, donc, effectivement, une fois qu'on a parlé de la macroéconomie, on va parler de la minute pédagogique et effectivement, tu fais, allusion aujourd'hui aux taux terminaux et à la Ouais. lecture que l'on peut en tirer. Oui, une donnée qu'on regarde très souvent et très régulièrement en ce moment, parce que le taux terminal, alors c'est quoi? Alors sur la gauche, on vous a mis le taux terminal aux États-Unis, et le taux terminal sur la droite, le taux terminal en Europe. Le taux terminal, c'est ce qu'anticipent les marchés en termes de taux directeur de moyen long terme des banques centrales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit concrètement sur le graphe de gauche, c'est que les marchés, par exemple, essayent d'anticiper jusqu'où les banques centrales vont augmenter leur taux d'intérêt, donc leur taux directeur. Donc, la ligne claire, c'est l'anticipation des marchés, la ligne foncée, c'est ce qui se passe en réalité. Donc, il y a deux observations qu'on peut faire sur ces graphes, à la fois le graphe de gauche et le graphe de droite. La première, c'est qu'on arrive vraiment, là, on est au bout de ce que les marchés anticipent en termes de resserrement monétaire. Donc ça, c'est aussi ça qui est perçu comme une bonne nouvelle par les marchés. C'est-à-dire qu'on potentiellement, on va soit arriver vers une phase de stabilisation des taux des banques centrales, soit vers une phase, et ça c'est un autre débat et une vraie question pour les marchés en ce moment, soit une phase où les banques centrales pourraient
dans quelques mois baisser leur taux. Voilà, c'est moins notre conviction. Mais en tout cas, c'est bien ce que les marchés sont en train d'analyser et d'intégrer. Ça, c'est la première observation. On arrive au bout de cette normalisation monétaire. Et la deuxième observation, si on regarde bien sur ces graphes, sur les lignes claires, si on regarde bien sur la période récente en mars, donc la crise bancaire, elle a fait revoir à la baisse ses anticipations de taux terminaux des banques centrales, c'est-à-dire que, dit plus clairement, les marchés estiment que les banques allant être plus contraintes en termes de prêts vont faire le travail des banques centrales, c'est-à-dire vont ralentir l'économie et donc potentiellement calmer l'inflation également. Voilà pour ces deux observations sur les taux terminaux. Alors, à présent, donc, effectivement, donc on passe au message du mois et ton message du mois concerne la saison des résultats où, effectivement, tu te poses la question, au regard des résultats des entreprises, si effectivement la récession n'est pas bel et bien, déjà présente, en fait. Oui, alors c'est sûr, quand on regarde ce qui se passe, en tout cas, on est encore dans la saison de résultats, hein, et quand on regarde, ce que nous disent, les entreprises aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore en mesure de se poser la question: «Est-ce qu'on arrive vraiment en récession? Est-ce qu'il y a vraiment, un ralentissement?» Les marchés ont du mal à y croire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises positives en termes de résultats. Il y a une vraie raison à ça, c'est-à-dire que les entreprises en amont les marchés ont énormément, revu à la baisse leurs anticipations de croissance des profits, des bénéfices des entreprises. Donc ça donnait pas mal de place déjà, des surprises positives. Et la deuxième, en revanche, le deuxième point qui me paraît important, c'est que, il y a une vraie incohérence justement par rapport à la séquence, qui arrive en termes de récession. Nous, on anticipe une récession donc plus au deuxième semestre 2023. En revanche, il y a un problème avec ce que les marchés nous disent, en termes de résultats et d'anticipation de résultats. C'est-à-dire qu'eux anticipent un rebond des résultats, au troisième trimestre 2023 avec une accélération en 2024. Ça nous paraît complètement incohérent par rapport à ce que justement la macroéconomie nous dit, c'est-à-dire, qu'on va rentrer en récession et a priori, il semble que les marchés, seront obligés de revoir à la baisse ces anticipations de croissance des profits, seront potentiellement déçus. Et là où, justement, dans ces dernières semaines, les marchés avaient, anticipé et avaient, été plutôt pessimistes, ce qui avait permis des surprises positives. Là, en revanche, ils nous paraissent un peu trop optimistes sur les perspectives de résultats des entreprises. Donc attention, aux faux messages que peut envoyer justement, cette saison de résultats. Alors, sur la microéconomie, tu as voulu plutôt, parler effectivement du secteur de la tech, et notamment, de ce qui se produit actuellement, eu égard en fait, d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue marché financier. Je te laisse commenter, les 2 slides que tu as mis en avant. La tech, alors j'aurais pu mettre plutôt le graphe de droite à gauche. La tech, c'est incroyable, c'est le secteur le plus performant depuis le début de l'année, clairement. Et c'est amusant, après une année 2022 qui était extrêmement compliquée à cause des hausses de taux qui avaient, justement, entraîné une revalorisation des valeurs tech. Mais on a un secteur tech qui cartonne depuis le début de l'année. Et il y a une vraie explication à cela. Alors, Mark Zuckerberg, lui, a parlé de l'année de l'efficacité pour la tech. Pourquoi il dit ça? Parce que, le secteur tech, ça a été un des premiers à anticiper justement, ce ralentissement de l'économie et donc à faire un petit peu le nettoyage, de ces grosses boîtes. On sait que il me semble que j'ai entendu récemment que chez Google, par exemple, le ticket moyen de repas par jour pour un employé est autour de 300 $, ce qui est énorme. Donc on sait qu'on est sur des entreprises qui, avaient l'habitude de dépenser assez largement, de ne pas regarder, de dépenser sans compter. Et quand on voit un petit peu ce que Elon Musk a fait sur Twitter, ça nous donne un petit peu, voilà, ça illustre pas mal ce qui s'est fait cette année sur le secteur technologique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire mieux avec moins d'employés. Il y a eu énormément de licenciements dans les entreprises technologiques, on le voit, sur le graphe de gauche. Et donc vraiment le mantra, ça a été, voilà, optimiser, la structure de coûts et vraiment, se centrer juste sur la profitabilité de l'entreprise. Et ce point-là, ça va être extrêmement important
comment on va essayer de gagner de l'argent en 2023 sur cette notion de profitabilité dans un contexte justement où la récession arrive. Donc on peut penser que justement, donc du coup, que cette rationalisation, en fait, est pas terminée du coup, que ce soit au niveau justement donc du capital humain ou même peut-être, au niveau des dépenses, réalisées. Donc on peut penser qu'effectivement on n'est pas encore au bout du tunnel, en tout cas, en Oui, ce qui alors il y a concerne le secteur tech et en ce qui concerne l'ensemble des entreprises, j'imagine? c'est sûr que certaines entreprises et certains secteurs vont devoir, un petit peu, eux aussi regarder plus en détail, faire plus attention à la profitabilité et à leurs coûts et c'est pour ça justement qu'on voit, une surperformance récente de ces entreprises de qualité, on va en parler justement, sur les idées d'allocation, mais c'est ça le message clé de cette présentation. Alors justement, parlons-en. Donc du côté allocation, toi, ce que tu indiques, c'est qu'il faut favoriser, pour les mois à venir, les segments de croissance et de qualité. Donc, les entreprises, donc dites profitables, et qui ont, sans doute un matelas de sécurité assez conséquent. Donc voilà, donc là, tu montres la performance des entreprises, value, donc dites décotées, eu égard en fait, aux entreprises donc de croissance, avec, par ailleurs justement donc le taux 10 ans européen. Ouais, alors, avant de rentrer en détail sur le graphe, juste pour reprendre ce qu'on a dit depuis le début de la présentation, plusieurs points. La première, c'est que, même si la récession est lente à arriver, elle arrive. Donc on va rentrer en récession. Heu, l'indésinflation est là, mais voilà, elle met également un peu de temps à arriver. En revanche, on sait que cette récession, elle va contribuer également à la désinflation. Donc on a une récession qui va contribuer à la désinflation également, et qui va contribuer cette dynamique va contribuer à une baisse des taux, en général des taux longs en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est une autre chose et on sait également, quand on observe la micro, que les marchés sont particulièrement attentifs à la profitabilité des entreprises. Donc avec tous ces éléments-là et le graphe qu'on voit ici, donc ici on a l'évolution, des taux longs européens et quel type de segment est susceptible de surperformer, donc le segment value versus croissance. Ici, quand on a une baisse de la ligne grise, c'est qu'on a une surperformance des valeurs de croissance et ce que suggère ce graphe, c'est que, avec la baisse des taux longs, en Europe, on va avoir une surperformance de ces indices, de ces valeurs de croissance et justement, c'est pourquoi c'est clé? Parce que, on me dit souvent, et j'imagine qu'il peut y avoir la question, parce qu'on l'a souvent: «Est-ce que c'est pas trop tard pour investir sur les marchés européens?» Les niveaux sont quand même assez élevés et je comprends c'est très compliqué pour un investisseur de se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui j'investis sur l'Eurostoxx ou sur le CAC, sur le DAX?» parce que ces indices-là sont à des niveaux très élevés. Mais en vérité, et c'est le problème de ces indices, c'est quand on achète un indice, on achète tout l'indice. On regarde pas, ce qui se passe à l'intérieur. On achète tous les secteurs et parfois ces indices ne sont pas, forcément très diversifiés en termes de secteurs. Donc on achète tous les styles, on achète les secteurs également qu'il y a dedans, sans faire attention à ce qui se passe en dessous du marché et donc notre vue, c'est que non, ce n'est pas trop tard pour investir sur les entreprises européennes. En revanche, ce qui va vraiment, potentiellement surperformer, et générer de la performance, sur les marchés, d'ici ces prochains mois, ce sont les valeurs de croissance européennes et pourquoi j'en viens à vous dire ça? Parce que justement, c'est cette performance-là, on commence justement à voir se matérialiser dans notre fonds spécialisé européen, Carmignac Portfolio Grande Europe On va en parler. et ce fonds-là, alors Marc Denham qui est, gérant chez nous depuis plusieurs années, lui, ça fait 20 ans que son métier, c'est de trouver et d'investir sur des valeurs de croissance de qualité. C'est son métier et il a un track record, il a une performance là-dessus qui est, qui parle d'elle-même. Je vous invite vraiment, j'ai pas le droit de vous en dire plus, mais je vous invite à consulter, tout ce que vous pouvez sur internet pour voir ces performances-là. C'est son métier, de d'investir sur ces valeurs de croissance et de qualité et bien l'idée, c'est vraiment que ces valeurs-là vont soutenir la performance des marchés européens sur les prochains mois et donc c'est et aussi sur les prochaines années donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de s'intéresser de plus près à cette stratégie. Alors on le voit ici, donc,
les caractéristiques majeures de ce fonds, Carmignac Portfolio Grande Europe, et en particulier les caractéristiques dites extra-financières. On se rend compte qu'indépendamment justement donc, du track record de performance dont parle Augustin, qui est donc un track record reconnu hein, pour le coup, eu égard notamment au rating, c'est un fonds également qui a comme objectif principal en fait de viser en fait l'investissement durable par le biais des fameux critères donc ESG. C'est un article 9 SFDR, donc c'est la catégorie la plus justement donc importante en ce qui concerne la réglementation européenne, puisque vous avez l'article 8 qui justement intègre en fait voilà la dimension ESG et l'article 9 qui a pour objectif principal justement donc également au-delà de la quête de performance financière, cette quête de la performance extra financière. Donc c'est un fonds par ailleurs labellisé, hein, donc on en voit deux ici, le label français ISR d'État et le label Towards Sustainability qui est le label belge et qui a la particularité d'être un label exigeant. Et puis on voit également bien entendu les fameux Globe Morningstar par ailleurs. C'est un fonds qui a un risque modéré puisque c'est un risque donc, de 4 sur 7 pour le coup, si on considère notamment le document PRIPS justement qui rend compte là aussi des caractéristiques du fonds. Donc c'est un fonds qui à la fois du coup, recherche de la performance et à la fois recherche en fait de la durabilité à l'intérieur de l'intégralité de son fonds. Augustin, peut-être te laisser indiquer d'autres éléments autour de ce fonds que l'on a bien entendu sur la plateforme EasyBourse. Simplement que Marc, c'est un des gérants les plus rigoureux que je connaisse. Et son process, c'est à la fois donc une analyse très quantitative donc de l'univers d'investissement pour vraiment repérer donc ces entreprises dont les métriques répondent strictement à ces critères de qualité, de réinvestissement, de croissance. Voilà, il va investir principalement, majoritairement sur des entreprises, qui ont fait preuve, de profitabilité, dans le passé, mais qui ont, réinvestissent énormément de leurs profits pour, générer de la profitabilité future. Des entreprises qui sont très peu endettées, et c'est vrai que c'est un autre point qui va être important parce que l'indésinflation, elle est en place, mais on n'est pas à l'abri que, l'inflation reste, modérément élevée, ces prochaines années, qu'on ne vienne pas à des niveaux comme on a eu, ces dernières années. Pourquoi c'est important? Parce que justement, les entreprises qui vont être en mesure, de conserver, leurs marges ou de passer, leurs coûts sur le consommateur, sans trop en souffrir, ces entreprises-là, elles vont d'autant plus, bénéficier et sortir du lot sur ces dynamiques de marché. Donc, je pense sincèrement que voilà, ce processus d'investissement, il est tout à fait pertinent pour l'environnement actuel. Alors, donc, fonds, encore une fois, qui se retrouve sur la plateforme directement, donc en ligne de d'Easy Bourse, en mettant tout simplement, en fait, la dénomination du fonds pour le coup, et donc avec cette possibilité d'avoir la fiche valeur de son intégralité. Là, vous voyez, du coup, effectivement, donc, d'autres éléments, donc notamment eu égard au risque donc, que présente le fonds, bien entendu. C'est un fonds qui investit sur les marchés financiers, en particulier les marchés actions. Donc voilà. Et enfin, on passe à présent, donc rapidement, aux questions-réponses. Et il y en a justement des questions, Augustin. La première concerne ton mot d'ordre justement donc d'aujourd'hui, à savoir la profitabilité des entreprises. Et la question qui est posée, c'est quels paramètres fondamentaux, en particulier dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, en fait, est-il pertinent de regarder pour en fait apprécier justement cette profitabilité des entreprises. Parce que le mot profitabilité est un peu abstrait, donc qu'est-ce qu'on doit en particulier aujourd'hui regarder eu égard au contexte que l'on connaît? Donc il y a pas mal de critères qu'on regarde. D'abord, on regarde, les marges actuelles des entreprises et les marges historiques. Si on voit que ces marges sont élevées et qu'elles sont stables, ça rentre dans les critères d'investissement, en tout cas pour Carmignac Portfolio en Europe. On regarde également comment, cette entreprise va être en mesure de conserver ses marges, donc comment elle va le faire? Il y a en réinvestissant, pas mal de ses profits, pour, de la recherche, pour, l'innovation, c'est l'autre point clé du fonds. Donc on va regarder le taux de réinvestissement de ces entreprises. On cherche des entreprises qui ont un taux de réinvestissement élevé, pas des entreprises qui redistribuent, le capital, mais qui réinvestissent ces profits. Et puis on va regarder également, le taux d'endettement et ce taux d'endettement il est très important dans l'environnement actuel parce qu'on sait,
que les entreprises dont la dette est importante sont à risque quand les taux augmentent. C'est ce qui se passe pour les banques. Donc voilà, Marc cherche des entreprises qui ne sont pas à risque en termes de poids de leur dette sur leur bilan. D'accord. Alors autre question donc, sur, la discrimination géographique, notamment par rapport, au fonds de donc, portfolio, Grande Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, même si on est sur du stock picking et sur de l'investissement de conviction, est-ce qu'on a, justement donc, une, allocation géographique qui se distingue en fait? Donc, des pays qui sont véritablement sous-pondérés, alors que d'autres le sont au contraire, donc, davantage, donc sont surpondérés pour le coup? Bah, comme tu l'as très bien dit, Imen, c'est Marc ne fait pas de la sélection de pays, il fait de la sélection de valeurs et en résulte une allocation pays. En résulte une allocation sectorielle également. Donc il va pas se dire, «Tiens, j'aimerais, plus de tech ou plus de santé». Non, en revanche, voilà, le fait est que, aujourd'hui, les valeurs de qualité, on les retrouve principalement dans, certains pays ou certains secteurs. En l'occurrence, par exemple, les valeurs énergétiques, on les trouve très peu, dans l'allocation de marque en termes de secteur. On trouve plutôt ouais, il va avoir plutôt des valeurs, tech, des valeurs de santé, des valeurs de consommation. Pour ce qui est de la zone géographique, voilà, également, on va retrouver, naturellement, plus du marché français parce qu'on a pas mal de valeurs de qualité, de santé, en France. On va retrouver pas mal de valeurs allemandes, sur le côté industriel, des valeurs, nordiques pour ce qui est des énergies renouvelables. Donc voilà, le portefeuille, de manière géographique est plutôt, diversifié, mais voilà, naturellement, la résultante de sa sélection de titres. Alors, une autre question sur la Chine. Alors, je suis en train de vous retrouver la fiche valeur par ailleurs, pour vous montrer éventuellement à quoi elle ressemble sur le site, d'Easy Bourse. Une autre question sur la Chine, en fait, Augustin. Donc, de quelle manière, avez-vous en fait, arbitré, en conséquence, de justement de la dégradation en fait de la performance des actions chinoises depuis le début de l'année, et notamment sur le dernier mois? Qu'est-ce que vous avez fait? J'imagine que vous avez renforcé, vous avez saisi cette opportunité peut-être pour vous renforcer éventuellement sur le marché. Comment vous avez réagi par rapport à ça? Donc nous, j'imagine que c'est par rapport aux autres fonds, donc ce sera pas pour, Carmignac Portfolio Oui, Grande Europe, oui, oui. qui ne peut pas investir en Chine. Mais du coup, sur nos fonds globaux, en général, voilà, on n'a pas cherché à réduire. Je pense que ça sert à rien de réduire, drastiquement, son allocation chinoise, quand le marché, a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ça reste des convictions de long terme. Et ce qui est important pour nous, c'est de choisir des entreprises qui, sont, le moins exposées à un risque géopolitique et le plus bénéficiaires en cas d'un rebond domestique. Voilà. Ces entreprises-là, nous, on les trouve justement dans la consommation, dans la santé, du marché sur le marché chinois. Alors ensuite ça décollera pas, mais en tout cas, on cherche à limiter l'exposition géopolitique et pour l'instant, on maintient cette exposition et voilà. En revanche, on a également, on était également investi sur ces proxys, notamment sur le luxe, européen. Donc voilà, on est toujours à la recherche d'autres manières de s'exposer justement à ce regain de la consommation chinoise. D'accord. Donc, voilà, donc là, vous avez la fiche valeur donc du fonds, que l'on a présenté aujourd'hui, donc Carmignac Grande Europe, et vous avez l'ensemble justement des éléments financiers et extra-financiers, et en particulier donc, l'allocation d'actifs, à l'instant T, donc, par, justement donc, typologie d'actifs, par zone géographique et par secteur d'activité. Donc ça vous donne, donc, un certain nombre d'informations complémentaires, au-delà bien entendu du document, donc d'informations clés pour les investisseurs que l'on vous présente également. Donc, je pense que l'on a terminé avec les questions d'aujourd'hui, donc on va pas faire nécessairement plus long. On va juste remercier donc Augustin donc, pour, son Merci. éclairage et pour ses éléments de réponse. Et puis voilà, donc nous vous retrouvons pour, un nouveau point marché le mois prochain. N'hésitez absolument pas à poser par ailleurs vos questions en amont si vous le souhaitez et le replay sera disponible dès aujourd'hui, donc, à la fois sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre site internet. Donc, vous aurez la possibilité de le consulter directement. Encore merci Augustin, merci Merci Imen. énormément pour, voilà, pour ton accompagnement de ce matin. Au Merci revoir tout le beaucoup. monde et puis très belle fête, très belle fin de semaine. Au revoir. Au revoir.